Let's see what we got. All the way up. Got it! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et on est aujourd'hui à l'épisode 60 des chroniques de Motor City. Alors voilà, ce chiffre rond, ça me donne l'occasion de vous remercier tous une nouvelle fois pour m'avoir accompagné jusqu'à cet épisode-là. En toute honnêteté, quand j'ai lancé ce podcast, je me disais que quelque chose comme 50 numéros, ça serait déjà énorme. Alors déjà, on a dépassé ça. On a fait le calendrier de l'Avent, on a fait le hors-série, etc. Donc en fait, on a vraiment dépassé ce stade-là. Le podcast n'a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui. Et donc, vu la matière que j'ai encore de côté, je pense qu'on est loin d'en avoir terminé. Alors, à ce stade-là, on va pas se fixer d'objectif. Je me dis quand même qu'arriver au numéro 100, ça pourrait être chouette. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, j'ai quand même envie de fêter ce numéro 60. Alors, j'ai envie de le fêter à ma façon, c'est-à-dire avec un épisode qui est pas du tout bankable, puisqu'on va profiter de ce compte rond pour faire une rétrospective de la décennie 1960 des Pistons, c'est-à-dire de l'année 1960-1961 à l'année 1969-1970. Voilà, j'avais envie de vous proposer ça pour le numéro 50, donc de faire une rétrospective des années 50, mais bon, c'était un épisode de reprise à ce moment-là, au mois d'août, j'avais préféré vous parler de Saint Cecilia, et puis surtout que les années 50, c'est surtout les Fort Wayne Pistons, donc on en avait déjà beaucoup parlé, donc je me suis dit qu'on allait passer le cap, mais pour l'épisode 60, on rate pas le coche, et je tente cette proposition de vous faire une grande rétrospective de 10 saisons des Pistons dans les années 60 sur un seul épisode. Et puis, après, c'est vous qui déciderez de la suite. Si ça vous plaît et que vous validez le concept, alors, à l'épisode 70, on s'occupera de la décennie 70-80. Dans l'épisode 80, on s'occupera des années 80-90, etc., etc. Ça, c'est si ça vous plaît. Mais si jamais ça vous plaît pas, si vous me le dites sur les réseaux ou si les audiences ne suivent pas, on laissera ça de côté. Et cet épisode-là sera le seul essai du genre. Et ça sera pas grave, puisque les chroniques, ça a toujours été un podcast où on tentait des trucs, où on tentait des formats. Moi, ça me va d'essayer aujourd'hui. Donc, on va pas tarder plus longtemps. Cet épisode va sûrement être un peu plus dense. Donc, c'est parti pour la rétrospective des années 60 des Detroit Pistons, de la saison 1960-1961 à la saison 1969-1970. Et donc, on commence tout de suite ce podcast et cette décennie par la saison 1960-1961, qui n'est que la 4e saison des Pistons à Détroit. Ils sont pensionnaires de la toute petite Detroit Olympia, dans une NBA qui ne ressemble absolument pas à celle qu'on connaît. Il y a seulement 8 équipes, réparties en 2 divisions, et non pas en conférences, et c'est des divisions qui sont tellement resserrées sur la côte est des États-Unis que les Pistons, dans le Michigan, sont considérés comme une équipe de l'Ouest, aux côtés des Los Angeles Lakers, des St. Louis Hawks et des Cincinnati Royals. Il n'y a que 79 matchs en NBA à l'époque, et globalement c'est assez facile d'aller en play-off, puisque 3 équipes par division sur 4 sont qualifiées. Le premier est exempt du premier tour, qui est en fait la demi-finale de division, et ce sont les numéros 2 et les numéros 3 qui se jouent sur une série pour aller en finale de division. Donc en gros, si vous êtes premier de votre division, vous avez besoin que de 2 séries pour être champion NBA. Finale de division, finale NBA, et c'est gagné. Cette saison-là, les Pistons ont un nouveau coach, Dick McGuire, ancienne légende des Knicks et des Pistons comme joueur, qui sortait justement d'un intérim comme entraîneur-joueur la saison précédente. Et avec lui, ils accrochent un pénible bilan de 34 victoires pour 45 défaites. Et là où normalement ce bilan envoie la loterie, dans cette NBA des années 60, ça leur permet quand même d'accéder aux playoffs. Mais comme il n'y a pas beaucoup de talent dans cette équipe, les Pistons échouent face aux Lakers d'Elgin Baylor, 3-2, dans une série horriblement offensive, puisque les Lakers tournaient
à 122 points par match contre 117 pour Détroit. Mais surtout, c'est Elgin Baylor qui se régale avec 39 points de moyenne dans la série, alors que du côté des Pistons, c'est plus équilibré avec 8 joueurs au-delà des 10 points, avec comme meilleur scoreur Bob Ferry, un joueur un peu inconnu dans l'histoire des Pistons, mais dont le nom vous parle peut-être, puisqu'il était le GM des Wizards entre 1973 et 1990. Mais plus que le résultat, ce qui est vraiment intéressant dans cette saison, c'est la prise de pouvoir de Bailey Howell, qui devient All-Star pour la première fois en 1961. D'ailleurs, cette saison-là, malgré leur manque de talent, les Pistons ont quand même 3 All-Stars en la présence donc de Bailey Howell, de Walter Dukes et de Jenny Chou, qui lui est carrément titulaire. Voilà, mais il faut surtout insister, c'est important, sur Bailey Howell, qui à 24 ans, pour sa saison sophomore, devient meilleur marqueur de l'équipe avec 23,6 points par match et meilleur rebondeur avec 14,4 rebonds. Bref, il faut comprendre qu'avec la jeunesse de Bailey Howell et avec l'expérience des autres, même si cette saison est un peu ratée, Détroit peut vraiment avoir de l'ambition pour la suite. Et juste avant la saison 1961-1962, les Pistons font 2 opérations très importantes. D'abord, ils déménagent dans la Cobo Arena, une nouvelle salle bien plus à la hauteur de leur ambition, puis ils récupèrent avec le 4e choix de la draft, Ray Scott, un personnage qui deviendra crucial pour l'avenir de la franchise, dont on a déjà parlé dans l'épisode 46 des Chroniques de Motor City, si jamais ça vous intéresse. Toujours est-il qu'avec ce renfort et la bonne base de l'année précédente, on attend les Pistons encore plus haut, et le résultat est, mitigé. Côté positif, on a 3 victoires de plus, mais ça suffit malheureusement toujours pas à atteindre l'équilibre, et Détroit est de nouveau 3e de la division Ouest. Mais au moins, Maguire a fait bosser son équipe en défense, et cette année ça marche, puisque les Pistons sont la 3e meilleure défense de cette NBA, qui compte désormais 9 équipes d'ailleurs. Sachant qu'ils étaient avant-dernier l'an passé, on peut souligner l'effort. Et d'ailleurs, c'est cette solidité qui leur fera gagner leur première série de playoffs en 4 ans, puisqu'ils s'imposent 3-1 contre le Cincinnati Royal lors du premier tour / demi-finale de division. Bon, c'est déjà un grand pas en avant, et la suite sera une retrouvaille avec les Lakers d'Elgin Baylor et de Jerry West, et la marche sera une nouvelle fois trop haute, puisque les Pistons s'inclinent 4-2. La série, elle est malheureusement tout aussi déséquilibrée que la précédente, puisque cette fois, ce sont les 2 stars des Lakers qui ont tourné à plus de 30 points, et Détroit n'a vraiment rien pu faire. Mais malgré tout, on voit le verre à moitié plein. Cette finale de division et ces 2 matchs pris et cette première série de playoffs gagnés sont quand même la meilleure performance des Pistons depuis leur déménagement à Détroit en 1957. Et je vous le dis honnêtement, vous avez intérêt à vous en satisfaire, parce qu'à partir de là, tout va devenir plus compliqué. Pourtant, la saison suivante, en 62-63, les Pistons enregistrent un renfort de choix, puisque grâce au territorial pick, ils passent devant tout le monde à la draft et sélectionnent Dave DeBusschere, légende de l'université de Détroit. Là aussi, on en a déjà parlé dans une chronique, mais en gros, le territorial pick, ça permettait de drafter un joueur avant tout le monde s'il était formé à proximité de la ville de la franchise. En fait, dans les années 50-60, faut comprendre que la NBA n'était pas très populaire, alors qu'en fait, déjà, les fans américains étaient complètement fous de leur fac. Donc l'idée, c'était que si les gens de Détroit étaient fans de DeBusschere, par exemple, valait mieux qu'il reste dans la ville pour susciter un peu d'intérêt, plutôt qu'il aille à l'autre bout du pays. C'est vrai que c'était un système intéressant, mais qu'il y avait pas mal de failles, donc il a été abandonné en 1966. Et concernant Dave DeBusschere, sa saison rookie va être très intéressante, avec 12,7 points de moyenne et 8,7 rebonds, ce qui lui vaudra une sélection dans la All Rookie Team. Mais ce qui est encore plus incroyable avec lui dès le début, c'est qu'une fois la saison NBA terminée, il file en MLB, puisqu'il est aussi un joueur de baseball des Chicago White Sox. DeBusschere jouera en même temps dans les 2 ligues pendant 2 saisons en 62 en 63. Ensuite, il passera en ligue mineure côté baseball avant qu'il ne finisse par choisir définitivement le basket, et je vais vous expliquer pourquoi juste après.
Cette saison 62-63, avec lui, les Pistons gagnent 34 matchs et finissent, une nouvelle fois, 3e à l'ouest, vous commencez à en avoir l'habitude. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de photo au premier tour, et Détroit se fait détruire 3-1 par les Saint Louis Hawks de Bob Pettit, qui tourne à 36 points de moyenne. Je crois que vous commencez à voir un comportement qui se répète. On arrive vraiment là, au bout d'un schéma. Dick McGuire a essayé de faire de cette équipe une bonne défense, mais il n'y est pas parvenu cette saison-là principalement par la faiblesse au poste de pivot, avec Walter Dukes, qui n'avait plus grand-chose à donner à 32 ans. 32 ans, ça vous semble sûrement jeune, mais ça faisait de lui à l'époque le 5e joueur le plus âgé de la NBA. Et puisqu'on arrive au bout du chemin, sitôt la défaite actée, Dick McGuire démissionne de son poste de coach des Pistons. Et c'est vrai que c'est une démission sans surprise, puisqu'il avait déjà annoncé qu'il souhaitait se rapprocher de sa famille à New York en cours de saison. C'est donc Charles Wolf qui prend le relais au coaching, et en 63-64, les choses vont vraiment mal se passer. Le vieux Walter Dukes n'est plus là, et même s'il lui restait pas grand chose à donner, le pas grand chose de la saison précédente, c'est toujours mieux que le rien de cette saison-là. Le pivot de cette équipe désormais, ce sera Reggie Harding qui débarquera en toute fin de saison à cause d'une procédure judiciaire, mais qui ne mettra que 4 matchs pour devenir titulaire au poste de pivot, alors qu'il n'a aucune formation au basket, puisqu'il n'est même pas allé à l'université. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Reggie Harding, donc évidemment, je vous renvoie vers sa chronique dédiée, c'était dans l'épisode 53. En tout cas, c'est pour dire que le poste de pivot avant Reggie Harding, c'était un vrai problème à Détroit, qui a essayé pas mal de choses, dont Bob Ferry, Ray Scott ou même Debussy, qui sont globalement plutôt des postes 4, voire même des postes 3. Et en fait, il faut comprendre aussi que sans pivot dans la NBA des années 60, vous n'allez pas loin du tout. Et effectivement, cette saison-là, les Pistons ne gagnent que 23 petits matchs et finissent 5e et bon dernier de la division. Les Pistons sont donc l'une des 3 seules équipes de la NBA qui n'accrochent pas les playoffs, ce qui met un coup d'arrêt à la franchise qui sortait quand même de 14 saisons consécutives en playoffs, même si les bilans n'étaient pas toujours positifs. En fait, hormis la toute première saison des Fort Wayne Pistons en BAA, la franchise s'était toujours qualifiée en playoffs. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt facile de se qualifier à l'époque, mais quand même, 14 saisons d'affilée en playoff, c'est un exploit que les Pistons ne réaliseront plus jamais, puisque par exemple les Bad Boys d'Asiah Thomas ne se qualifieront que pendant 9 saisons de suite, tandis que l'équipe de 2004 de Ben Wallace, de Sean Billups, etc. s'arrêtera à 8 participations consécutives. Et donc cette saison, elle est ratée de bout en bout pour les Pistons, qui perdent également Dave Debussy sur blessure après seulement 15 matchs. Et oui, ça aide pas trop de pas passer de vacances ou de les passer à jouer au baseball en professionnel. Donc il y a ça, mais il y a surtout la greffe Charles Wolf qui ne prend absolument pas. Le groupe déteste très rapidement son entraîneur, qui instaure une discipline militaire qui ne passe pas dans l'équipe. Visiblement, Wolf, il est du genre hyper rigoureux et la majorité de ses exercices, c'est des séances de pompe et autres transports de poids, vraiment imaginez comme à l'armée. Les joueurs devaient lever la main pour aller aux toilettes. Et globalement, cette équipe de Détroit, c'est l'une des plus tristes de l'histoire de la franchise. Comme le groupe déteste Charles Wolf, le coach des Pistons, pendant l'été, engage une purge en montant un énorme échange à 8 joueurs où les Pistons envoient Bailey Howell, Bob Ferry, Les Hunter, Wally Jones et Don Hall aux Baltimore Bullets en échange de Terry Dischinger, Don Kojic et Rod Thorne. Et avec 8 joueurs impliqués dans le deal, c'est à l'époque l'échange le plus important de toute l'histoire de la NBA. Dans l'affaire, Détroit se débarrasse des cadres qui avaient le plus de mal avec Charles Wolf, mais en contrepartie, elle perd aussi beaucoup de ses meilleurs joueurs, en gros tous ses meilleurs joueurs, hormis Debussy évidemment. Alors bien sûr, il fallait payer cher pour récupérer Terry Dischinger
ancien rookie de l'année qui tournait à 20,8 points de moyenne et 8,3 rebonds par match la saison précédente, mais vous allez voir que ce move a été désastreux pour les Pistons. Le truc, c'est qu'après avoir dégagé tous les joueurs qui avaient des problèmes avec le coach, eh bien, le management a aussi choisi de virer le coach Charles Wolf au bout de 11 matchs et seulement 2 victoires. En fait, à partir de là, la franchise est moquée partout dans la presse et l'ancien joueur de Détroit, Jenny Chou, dit officiellement à la radio que Détroit a la pire direction de la ligue. Mais on n'est pas encore au bout de nos surprises puisque Fred Zollner, le propriétaire, propose à Dave DeBusschere de devenir le nouvel entraîneur de l'équipe. Oui, à 24 ans, dans sa 3e saison NBA alors qu'il joue toujours au baseball en fin de saison, Dave DeBusschere devient entraîneur-joueur des Pistons. Alors ça semble complètement fou, et ça l'est, mais surprise, ça marche pas trop mal. Le vestiaire prend très bien sa nomination et tous les joueurs se donnent à 100%. Donnie Butcher, le meneur de 28 ans, racontait par exemple que lors du premier entraînement de DeBusschere comme coach, tout le monde avait dunké, même lui, alors qu'il n'avait pas touché le cercle depuis 5 ans, d'après ses propres dires. En fait, le truc c'est que tout le monde était soulagé de la fin de la dictature de Charles Wolf, surtout que DeBusschere, en fait, il est bien plus léger, bien plus cool, c'est normal aussi, c'est un joueur, il est plus jeune, etc. Et le bilan va plutôt bien refléter ça, avec 29 victoires pour 32 défaites sur les 61 premiers matchs du coach Dave DeBusschere. Mais malheureusement, c'est la fin qui va être ratée cette saison-là. Détroit perd les 8 derniers matchs de la saison pour une raison très simple. À ce moment-là, sur les 8 derniers matchs de la saison, c'est la saison de baseball qui a commencé et les White Sox sollicitent énormément Dave DeBusschere, devenu coach-joueur. C'est là où on voit toute la complexité de la situation, puisque les dernières semaines de basket coïncident avec les premières semaines des camps d'entraînement du baseball. Et les White Sox, qui étaient d'accord pour que Dave DeBusschere reste dans les deux sports, mais en tant que joueur, et bien maintenant qu'il est devenu coach, ils sont pas super d'accord. Ils veulent l'avoir que pour eux, puisque Détroit a pris beaucoup trop de place avec DeBusschere. Donc, avec tout ça, les Pistons finissent très mal la saison. Et ces 8 matchs perdus de suite, ces 8 derniers matchs perdus de suite, eh bien, ils pèsent très lourd, puisque le 3e à l'Est, donc au-dessus des Pistons, a tout simplement 6 victoires de plus que Détroit. C'est donc une nouvelle année sans playoff. Et c'est donc lors de la saison suivante, la saison 65-66, que le trade dont on a parlé juste avant va se révéler un fiasco total. Terry Dischinger ne revient pas, tout simplement, puisqu'il est mobilisé pour la guerre du Vietnam. En fait, dans sa fac de Purdue, Dischinger avait fait partie d'un programme de réservistes de l'armée. Ça lui avait permis de décrocher une bourse, mais ça avait fait de lui une personne mobilisable à peu près n'importe quand. Donc voilà. Pour cette saison, les Pistons doivent se passer de leurs meilleurs joueurs, mais pas que, puisque Reggie Harding également ne revient pas, cette fois-ci suspendu par la NBA pour avoir agressé un policier à Détroit pendant l'été. Dave DeBusschere, lui étant toujours entraîneur, coach et joueur de baseball à plein temps, c'est cette fois-ci Eddie Miles, drafté avec le 4e choix 2 ans plus tôt, qui va enfin prendre la lumière et qui va réaliser la meilleure saison de sa carrière. Miles, grand fan d'Elgin Baylor au point d'aller jouer dans la même université que lui, atteint les 19 points de moyenne cette saison-là, en très nette progression par rapport aux saisons précédentes. Il est invité au All-Star Game où il finit meilleur marqueur de l'Ouest en sortie de banc, mais malheureusement il ne sera pas MVP puisque l'Ouest se fait détruire par une équipe de l'Est composée, je vous le dis juste pour info, de Will Chamberlain, John Havlicek, Oscar Robertson, Jerry Lucas et Sam Jones comme titulaire, avec Willis Reed et Bill Russell sur le banc. Rien que ça. Bref, Miles, en tout cas à Détroit, surnommé l'homme au bras d'or à cause de son shoot parfait, fait malheureusement un peu des stats dans le vide et les Pistons régressent encore plus en ne gagnant que 22 matchs, soit leur pire bilan de la décennie cette fois-ci, ratant les playoffs pour la 3e fois consécutive. Et c'est également la pire saison de l'histoire de la franchise à ce moment-là, avec seulement 22 victoires donc, à égalité avec la première saison en BAA en 1949, mais à l'époque, il n'y avait que 60 matchs de jouer contre 80
en 1966. Et dès la fin de la saison, eh bien ça parle très fort d'un changement d'entraîneur puisque la situation n'est plus tenable avec Debuschir. Idéalement, il fallait que Debuschir, probablement le meilleur talent de l'équipe, redevienne un simple joueur et même, pour aller plus loin, qu'il arrête enfin le baseball. Et peut-être que là, Détroit pourrait avoir un tout petit peu plus d'ambition. Au moins, la saison 66-67 commence un peu mieux. Déjà, la désastreuse année des Pistons a été récompensée, entre guillemets, puisqu'avec le deuxième choix de la draft, ils ont pu ajouter Dave Bing à leur roster. Et clairement, Bing va performer d'entrée de jeu en finissant meilleur marqueur de l'équipe avec 20 points de moyenne et meilleur passeur avec 4 passes par match. Dave Bing est cette saison-là rookie de l'année et pendant longtemps, il sera le seul à avoir ce profil atypique du meneur-scoreur qui n'existait pas vraiment en NBA où c'était plutôt les grands qui dominaient. Dès sa saison rookie, Bing prend énormément de tirs, 19 par match, largement plus que n'importe qui à Détroit, et ça sera de plus en plus prononcé tout au long de sa carrière. Mais pour autant, c'est pas Dave Bing le meilleur joueur des Pistons cette saison-là, mais c'est bien Dave Debuschir enfin. Dave Debuschir est toujours coach, mais au moins il a déjà pris du recul avec le baseball. Et ça va lui faire le plus grand bien, puisqu'il fera là sans doute sa meilleure saison en tant que Pistons, avec 18,2 points de moyenne par match et 11,8 rebonds. Dave Debuschir est partout pour Détroit, en attaque bien sûr, au rebond, mais aussi en défense, où il est vraiment devenu là l'un des tout meilleurs de la NBA. Pour info, et pour appuyer un peu mon propos, les All Defensive Teams sont créés en 1969. Eh bien, Dave Debuschir sera nommé en First Team de 69 à 74, tout simplement pour les 6 dernières années de sa carrière. Mais bon, malgré tout, malgré Dave Bing, malgré un Dave Debuschir retrouvé, les Pistons manquent encore trop de talent et d'organisation. À 8 matchs de la fin de la saison, Dave Debuschir est enfin autorisé à rendre sa casquette d'entraîneur pour se consacrer au jeu à plein temps. Évidemment, c'est beaucoup trop tard, et c'est Donnie Butcher, son assistant, qui prend le relais, alors que la saison est de toute façon déjà pliée. Détroit ne gagne que 30 matchs et rate, une nouvelle fois les playoffs en finissant dernier à l'Ouest pour la deuxième saison consécutive. Et être dernier de sa conférence, à l'époque, c'était très important. Puisque pour déterminer le premier choix de la draft à l'époque, la NBA prenait le dernier de l'Ouest et le dernier de l'Est et tirait tout simplement à pile ou face. Sauf que c'était pas toujours le gagnant qui s'en sortait le mieux. Par exemple, en 1966, Détroit avait perdu le pile ou face aux Knicks et avait raté le joueur qu'il voulait, Casie Russell, le joueur de Michigan, ce qui les avait obligés à se rabattre sur Dave Bing, et clairement, c'était le bon coup à faire. Et pour cette draft 1967, cette fois-ci, ce sont les Pistons qui ont gagné au pile ou face, ce qui leur a permis de drafter Jimmy Walker, star de Providence, pour former une ligne arrière censée être incroyable avec Dave Bing. Et de l'autre côté, Baltimore a dû se contenter de Earl The Pearl Monroe, rookie de l'année, Hall of Famer, élu dans les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Alors que, normalement, de l'autre côté, vous ne devez pas connaître Jimmy Walker, et c'est normal, puisque sa carrière n'a jamais rien eu de mémorable après ce premier choix de la draft. Mais bon, au moins pour l'instant, l'addition fait du bien aux Pistons, qui retrouvent un peu des couleurs lors de cette saison 1967-1968. Surtout qu'il y a un gros changement dans la franchise, avec le déplacement des Pistons dans la division Est. En fait, en 1966, déjà, la NBA avait ajouté les Chicago Bulls et cette saison, en 1967, elle ajoute les Seattle Supersonics et les San Diego Rockets, ce qui a pour effet de devoir rééquilibrer les conférences. Sauf que ça ne va pas forcément avantager les Pistons qui se retrouvent désormais avec les grosses équipes bien installées que sont les Sixers, les Celtics, les Knicks ou les Royals.
Mais pour cette première saison, c'est pas trop pénalisant puisque Détroit accroche enfin la dernière place des playoffs avec un bilan tout juste négatif de 40 victoires pour 42 défaites. C'est donc la première fois en 5 ans que les Pistons arrivent à se qualifier pour les playoffs. Par exemple, ce n'est que la deuxième campagne de Dave DeBusschere. Et quand on sait à quel point les carrières NBA étaient courtes à l'époque, eh bien on peut que regretter ces années un peu gâchées. En playoff, Détroit va perdre 4-2 contre les grands Celtics de Bill Russell qui tournent à 22,7 rebonds de moyenne sur la série, rien que ça. Pourtant, Détroit a franchement pas démérité en menant la série 2-1 avant de perdre les 3 matchs suivants malgré tous les efforts de Dave Bing qui claque par exemple 44 points pour rien dans le match 6. Bing sera d'ailleurs en feu toute la saison, au moins en termes de volume, puisqu'il a tourné cette saison-là à 27,1 points par match, meilleur marqueur de la ligue devant Elgin Baylor et Will Chamberlain quand même, avec un nombre de tirs ahurissant pour l'époque, puisque Bing tentait 24 tirs par match. Le retour en playoff la saison passée faisait donc énormément de bien aux Pistons, mais particulièrement au coach Donny Butcher, qui se savait sur un siège éjectable. En fait, il était à peine nommé que Fred Zollner, le propriétaire, embauchait en même temps Paul Seymour, ancien head coach de Syracuse et de Baltimore, en tant qu'entraîneur adjoint sans l'aval de Butcher. Et le mot d'ordre était clair, si les choses tournent mal à Détroit, eh bien le front office se tournera automatiquement vers lui. Et évidemment, les choses vont mal tourner. Après seulement 22 matchs dans cette saison 68-69 et un bilan de 10 victoires pour 12 défaites, Ed Coyle et Fred Zollner décident de dégager Donny Butcher pour mettre en place Paul Seymour, en fait ce qui était le scénario envisagé depuis le début. Mais ce trade va avoir des conséquences désastreuses à moyen et long terme, puisque Seymour va très vite faire sa révolution en demandant au management d'échanger Dave DeBusschere, son meilleur joueur. Seymour, il veut un pivot, il pense que c'est la clé pour sauver les Pistons, et pour ça, il est prêt à sacrifier Dave DeBusschere. Donc, le 19 décembre, Dave DeBusschere, légende locale, qui avait tout fait pour les Pistons, qui avait fait tout ce que le management lui avait demandé, et même plus que ça, il est envoyé chez les Knicks en échange de Howard Comiv, mais surtout Walt Bellamy. Avec Walt Bellamy, Seymour a donc son pivot, mais en fait, l'affaire n'est pas du tout rentable. Oui, Bellamy avait fait un bruit énorme lors de sa saison rookie, avec 31,6 points de moyenne et 19 rebonds, des chiffres que personne n'avait jamais égalés, hormis Will Chamberlain. Mais depuis, à Baltimore et à New York, Bellamy s'était petit à petit effacé, au point d'être vu comme un joueur égoïste, un joueur de statistiques, même qui gênait le développement des équipes dans lesquelles il participait. Et on va retrouver ça à Détroit, puisque Bellamy va faire illusion la deuxième partie de la saison, au moins statistiquement parlant évidemment, mais en fait c'est l'impact de Dave DeBusschere qui ne va jamais être remplacé. Les Pistons avaient perdu leur meilleur talent et en fait avaient toujours finalement des problèmes de pivot. Cette saison-là, le Détroit de Paul Seymour finira 6e à l'Est, ce qui sera moins bien que la saison précédente, et Détroit ratera les playoffs cette fois-ci. Et puisque Détroit était sans doute la franchise la plus instable de toute la décennie, eux qui avaient été si pressés de virer Donny Butcher pour mettre Paul Seymour, à la fin de cette saison-là, après seulement 60 petits matchs, ils décident cette fois-ci de virer Paul Seymour pour changer une nouvelle fois de coach. Et nous voici donc dans la dernière saison de la décennie, déjà, une saison avec un nouveau coach encore, une saison sans playoff, une nouvelle fois. Et pourtant, Fred Zollner pensait avoir mis la main sur une perle rare en cette saison 69-70 en la personne de Butch Van Breda Kolff, et je vous préviens, je le dirai qu'une seule fois en entier.
Van Breda Kolff sortait de 2 saisons comme coach des Lakers, 2 saisons à 52 et 55 victoires, où Los Angeles était allé jusqu'en finale NBA. Van Breda Kolff avait donc une énorme cote chez les Lakers, mais en fait il était en conflit ouvert avec Wilt Chamberlain, un conflit qui avait explosé au match 7 des finales 1969, où le coach avait préféré finir le match avec son pivot remplaçant Mel Kounst plutôt qu'avec Wilt. Et comme les Lakers avaient finalement fini par perdre ce match et donc perdre cette série, eh bien, le management avait le choix entre Wilt ou le coach, et finalement, Van Breda Kolff avait été obligé de démissionner dans la foulée. Détroit pouvait donc avoir beaucoup d'ambition avec cette signature, mais malheureusement, eh bien, la fin de cette décennie sera marquée par le saut de l'échec, et Détroit signera là sa 14e saison consécutive en négatif, puisque les Pistons du nouveau coach Van Breda Kolff ne gagneront que 31 matchs pour 51 défaites. Le problème, c'est que l'équipe ne ressemble plus vraiment à grand-chose après toutes ces destructions saison après saison, ces remaniements, ces changements de coach, etc. Surtout qu'en plus, il y a des rumeurs de départ de Dave Bing, et ensuite les différentes recrues qui sont arrivées ne fonctionnent pas ensemble. Walt Bellamy, par exemple, tombe à 10 points par match et est envoyé aux Hawks à mi-saison. Terry Dischinger, il est revenu de la guerre, mais ce n'est plus du tout le même joueur. Et surtout, les Pistons sont la pire défense de la NBA. Cette décennie s'achève donc avec une 7e et dernière place à l'Est, Détroit étant cette saison-là la 2e pire équipe de la NBA, tout simplement. « 10 saisons, 10 bilans négatifs, 4 petites participations seulement en play-off pour une seule série de gagnée. Mais 6 entraîneurs différents, oui, les années 60 sont probablement l'une des pires décennies des Pistons, en tout cas une décennie où la franchise a à peu près fait n'importe quoi. Entre la gestion du cas Debussy, la valse des coachs et les trades foirés, eh bien Fred Zollner a montré pendant 10 ans qu'il n'avait plus vraiment les épaules pour gérer une telle franchise dans cette NBA qui était en train de changer. Alors je ne vous spoil pas les années 70, mais je peux vous dire que le chaos va durer encore un peu à Détroit, malgré une très grosse arrivée dès la saison suivante. Voilà, nous on va s'arrêter là, ce podcast a déjà été bien long, un peu plus que d'habitude, donc comme je vous l'ai dit en intro, en fait je teste quelque chose avec ce format, ça sera à vous de me dire après écoute si ça vous plaît, et si vous voulez voir le concept se pérenniser pour l'épisode 70, 80, 90, etc. etc. En attendant, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et en fait toutes les applis qui gèrent les flux RSS, je le dis à chaque fois mais c'est important de le rappeler. Cette chronique et toutes les autres sont aussi à retrouver sur le site www.chroniquedemotorcity.fr quand je trouve le temps de les mettre, c'est vrai. Donc en attendant le prochain épisode, on s'y retrouve là-bas ou plus sûrement sur Twitter @MotorCityPod. N'hésitez vraiment pas cette fois-ci à me donner votre avis sur l'épisode, on verra si on le renouvelle. Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre soutien depuis 60 épisodes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.